les Centrafricains ne connaissent pas Boganda. Boganda a laissé une œuvre immense. Il a mené une lutte non armée. Et il est parvenu à la dignité de l'homme. Il a dit que son existence n'a de sens que lorsque il délivrera les Africains de la servitude et de la misère. Le 29 mars 1959, en pleine campagne électorale, Barthélemy Boganda se rend à Berberati pour présenter les nouvelles institutions et le nouveau drapeau de la République centrafricaine. Cependant, son retour en Bangui prend une tournure dramatique. L'avion régulier qu'il emprunte s'écrase mystérieusement dans la savane de la Lobaye, ne laissant aucun survivant parmi les 9 occupants. Ce tragique accident engendre rapidement plusieurs spéculations. Certains parlent d'un simple accident, d'autres parlent d'assassinat déguisé. Aujourd'hui, nous allons explorer non seulement les circonstances entourant ce mystérieux accident, mais aussi la vie et l'héritage de ce leader visionnaire. Cette vidéo retrace l'histoire de la République centrafricaine et de son père fondateur. Je vous prie alors de bien rester scotché jusqu'à la fin. L'histoire de Barthélemy Boganda, c'est maintenant. Bon, là nous sommes dans la moitié du XVIIIe siècle. L'actuelle République centrafricaine est victime d'une importante diminution de sa population, due principalement au commerce des esclaves. À partir de 1750, les États musulmans du Nord, donc Kanem-Bornou, le Ouadaï, le Barguimi et Darfour, s'appuient sur les nomades Peuls comme main d'œuvre et commencent à dévaster les territoires des populations Ngaya et Banda. De nombreux autochtones sont massacrés, faits esclaves, et pour survivre, ils sont obligés d'abandonner leurs croyances, leurs traditions, leur culture, pour se convertir à l'islam. Ndélé, ville située dans l'actuelle République centrafricaine, devient un important centre esclavagiste placé sous l'autorité du sultan du Barguimi. Des grands marchés d'esclaves y sont alors construits. Des hommes y vivants sont capturés et vendus comme esclaves sur leur propre terre. Un peu plus tard, plus au sud, les habitants des rives de l'Ubangi sont contraints de devenir pirogues et intermédiaires pour les trafiquants d'esclaves. À l'est, entre l'Obomu et l'Ouélé, les Andés combattent les trafiquants. Mais les musulmans, équipés d'armes à feu, massacrent les autochtones, les réduisent en esclaves et les forcent à se convertir à l'islam. En parallèle, ils volent du fer, du cuivre, le café, l'ivoire et les clous de girofle des autochtones. Au nord-ouest, une alliance est formée entre les Peuls et la confédération Boum. Cette confédération capture les autochtones, les transporte de force et les vend aux pays arabes. Bien évidemment, il y a des révoltes, mais étant en déficit d'armement, ils ne font pas le poids face aux prédateurs. La seule option de survie est la conversion à l'islam. La précision ici sur la conversion à l'islam étant comme la seule option de survie importante pour comprendre pourquoi et comment les Centrafricains qui ont leurs croyances sont devenus musulmans. Bon, pendant cette traite arabo-musulmane que subissent les autochtones, les femmes sont violées, elles contractent la syphilis et la gonocoxie. N'ayant aucun moyen de protection, les infections se propagent et les individus infectés deviennent stériles et d'autres meurent. Des grandes épidémies comme la variole et la rougeole frappent également les habitants. À cause de cette traite arabo-musulmane, le pays se vide car de nombreux Centrafricains sont vendus en Afrique du Nord, en Égypte, au Soudan et au Proche-Orient. 1884, c'est l'arrivée des colons, notamment les Français et les Belges. En 1889, les Français établissent l'avant-poste de Bangui sur la rive droite de l'Obangi. Les Belges établissent le poste de Zongo sur la rive gauche. À partir de 1890, un pharmacien de la marine française est chargé par Pierre Savognon de Brazza d'occuper les territoires de l'Obangi et de contenir les avancées belges. Le territoire séparé du Congo français est appelé colonie du Haut-Obangi et placé sous l'autorité d'un commandant supérieur français, Victor Lyotard. En 1894, il récupère les postes belges sur la rive droite du Mbomu et efface ainsi toute présence belge dans la colonie. En 1898, la mission militaire dirigée par le commandant Marchand tente d'intégrer l'actuel Soudan du Sud au territoire du Haut-Obangi. Cependant, cette mission se heurte aux forces de l'armée britannique commandée par Horatio Herbert Kitchener à Fashoda, ce qui déclenche la crise de Fashoda. Un petit résumé de cette crise. Fashoda est une ville située au Soudan. Elle est une position stratégique car elle a
a directement des débouchés sur le Nil Blanc. En 1898, la France veut s'étendre vers l'est pour relier l'Atlantique, Dakar, la mer Rouge et Djibouti. Et les Britanniques veulent augmenter la superficie du chemin de fer, le Cap Le Caire. Ils se croisent alors à Fashoda. Il n'y a pas de bataille, ils trouvent très vite un accord anglo-français appelé accord de l'entente cordiale. Le 10 décembre 1899, la colonie du Haut-Ubangi est supprimée et convertie en province au sein de la colonie du Congo français. Le 5 septembre 1900, la France prend la région comprenant le fleuve Chari, l'appelle la région du Haut-Chari et l'intègre aussi au Congo français. 3 ans plus tard, en 1903, le Khedive d'Égypte et du Soudan, Abbas II Hilmi B, conteste le territoire. De petites batailles éclatent et après la défaite des forces égyptiennes, la France établit pleinement une administration coloniale et le 29 décembre 1903, la France décide d'unifier la province du Haut-Ubangi avec la région du Haut-Chari. L'unification est achevée le 11 juin 1904 avec la dissolution de l'administration du Haut-Chari. La colonie de l'Ubangi-Chari est alors formée. Sous la directive de l'administrateur colonial Auguste Lamblin, les Français à leur tour avec des missions religieuses obligent les habitants à se christianiser. Les opposants au christianisme sont traqués et ceux qui acceptent l'église sont un peu mieux traités. De nombreuses personnes qui, pour avoir la vie sauve, s'étaient converties à l'islam pendant la traite arabo-musulmane, se convertissent au christianisme. La moindre petite résistance est très sauvagement punie par les Français. C'est ainsi que l'armée française procède à des mutilations, des démembrements, des exécutions publiques et le brûlage d'enfants. Les Ubanguins sont attachés de force à de grands poteaux en bois et obligés de marcher jusqu'à ce qu'ils tombent et meurent d'épuisement et de soif. En parallèle de ces atrocités, les entreprises françaises volent les richesses du pays en ayant recours de façon abusive au travail forcé et au portage. Pour combler les importantes demandes en caoutchouc en France, en Ubangi-Chari, les Français font des milliers d'hectares de culture d'EVA. Les Ubanguins forcés à travailler n'ont pas droit à des pauses, ils n'ont pas de salaire et ils ne reçoivent aucun soin médicaux quand ils sont souffrants. Hommes, femmes et enfants connaissent le même sort, les colons ne font aucune distinction. Outre dans les champs d'EVA, les Ubanguins travaillent dans les champs de cacao, de café et de bananes. Les colons pillent tout, le fer, le cuivre, l'or, le bois, principalement l'acajou. Et pour pouvoir transporter toutes les ressources dérobées, les colons lancent alors la construction d'un vaste réseau routier à travers la colonie. Les Ubanguins y travaillent dans des conditions inhumaines. En 1928, plus de 4 décennies de colonisation française déjà, blessés dans leur dignité, torturés, humiliés, déshumanisés, les Ubanguins sous l'autorité de Carnot décident alors de se révolter contre les Français. Et cette révolte donne naissance à la guerre du Congo-Wara. Avant de plonger dans la guerre du Congo-Wara, j'aimerais avec votre permission parler d'abord de Carnot, la tête de la révolte. Carnot à langue Ngbaya signifie celui qui peut changer le monde. Son vrai nom est Barkange Numbe. Il est un guide religieux, médecin traditionnel Ngbaya et originaire de la région du bassin de la rivière Sanga. Déjà quelques années plus tôt, il commençait à prôner la résistance non violente contre les colonisateurs français, en réponse à la mobilisation et à l'exploitation inhumaine des populations locales, notamment dans la construction du chemin de fer et l'extraction du latex. Il s'oppose également aux Européens et aux Peuls, administrant au nom de la France certaines régions du territoire Ngbaya situées dans le Cameroun français. Carnot prône un renversement pacifique des Français et des Peuls en utilisant la médecine traditionnelle locale, symbolisée par un petit bâton crochu appelé Congo-Wara qu'il distribue à ses disciples. Un mouvement se forme alors autour de Carnot, incitant les gens à ne plus travailler pour les Blancs. Il instaure la cérémonie du Congo-Wara, destinée à enseigner aux guerriers comment transformer les Blancs en gorilles et comment être invincible face aux balles des fusils. Carnot encourage d'abord la résistance passive et la désobéissance civile, puis un boycott des marchandises européennes et la solidarité entre les populations noires. Le mouvement, né dans son village natal Nahing, reste inaperçu de l'administration française jusqu'en 1928, lorsque ses partisans commencent à prendre les armes. À ce moment-là, le mouvement compte plus de 350 000 membres, dont environ 60 000 guerriers. Et le mouvement montre une unité remarquable dans une région que les colons ont soigneusement fragmentée sur le plan social et politique. On est alors en pleine moitié de l'année 1928, le début de la guerre du Congo-Wara. Les partisans de Carnot attaquent un groupe de pasteurs Peuls entre les villes de Bawa et Boua. Puis, ils attaquent également un agent agricole français escorté par des policiers dans le village de Nahing. Une violente altercation éclate, les partisans de Carnot sortent vainqueurs. De nombreux groupes Mbaya du Cameroun et du Congo envoient des émissaires à Carnot afin de s'enquérir de ses méthodes de résistance. Carnot et ses hommes attaquent les commerçants français, les structures de la colonisation française sont détruites. Les chefs
chefs locaux et les soldats qui travaillent pour l'État français sont attaqués et capturés. La ville de Bouar est occupée et brûlée par les partisans de Carnot. Malgré les maigres équipements à sa disposition, sa résistance dure plusieurs mois. À la fin de l'année 1928, une contre-attaque française est lancée avec des troupes supplémentaires. Le 11 décembre 1928, Carnot est tué par une patrouille militaire française. La rébellion continue néanmoins à se répandre. Elle affecte notamment les vallées de l'Ambéré et de la Vina au Cameroun, les environs des villes de Baïbokoum et Moïsala au sud du Tchad, les zones comprises dans les préfectures de Mambéré, Kadé et Lobaï en Ubangi-Chari et la région autour de Barandioko dans le Congo français. Afin de réduire en pièces la résistance, les troupes françaises éliminent toutes les populations sur son chemin. Ils tentent également de recruter de force quelques populations locales dans le but de lutter à leur côté contre les opposants à son emprise. Mais cette tentative échoue car les habitants ne veulent pas combattre leurs semblables pour la France. Et pour éviter d'être forcés à le faire, ils fuient leur village et partent se cacher en plein cœur de la forêt. Avec la croyance qu'ils sont invincibles, les partisans du Congo-Wara affrontent les soldats européens en utilisant les manches de houx. Cette croyance d'invulnérabilité promue par Carnot incite les résistants qui n'ont pas d'équipement militaire à se battre avec bravoure. Ils résistent ainsi pendant 3 ans, jusqu'en 1931, quand l'armée française, par des séries d'atrocités, extermine tous les résistants. Malgré que la rébellion du Congo-Wara n'est pas parvenue à reconquérir l'indépendance de l'Ubangi-Chari face à l'administration française, elle réussit cependant à obtenir une amélioration des conditions de travail. En parallèle, à des centaines de kilomètres d'Ubangi-Chari, cette rébellion du Congo-Wara marque un jeune Ubangais en particulier. Il témoigne une grande admiration pour Carnot. En octobre de cette année 1931, il est admis au séminaire Saint-Laurent de Volé à Yaoundé au Cameroun. Son nom est Barthélemy Boganda. Selon sa biographie officielle, Barthélemy Boganda, de son vrai nom Boganda, naît le 4 avril 1910 à Bobangi. Il est l'avant-dernier d'une famille de 12 enfants. Au cours d'une opération militaire menée contre son village, son père Swalak P est assassiné. Plus tard, sa mère est battue à mort par les colons pour ne pas avoir apporté assez de caoutchouc. C'est ainsi que, n'ayant même pas encore 10 ans, le jeune Boganda se retrouve orphelin. En 1920, atteint de variole, il est transporté chez un de ses oncles par son demi-frère Norbert Yangongo. Au cours du trajet, les deux frères rencontrent une patrouille. Pris de panique, Norbert s'enfuit, laissant son frère seul sur le chemin. Le lieutenant Meyer, sensible à son état, le recueille et le confie à l'orphelinat de Mbaïki. Quelques mois plus tard, le père spiritain Gabriel Herriot décide d'amener Boganda avec lui à l'internat de la mission Saint-Jean-Baptiste de Bétou. Le jeune orphelin, qui se révèle très doué, en juste quelques semaines, apprend à lire et à écrire à lingala. Lorsque la mission de Bétou ferme en 1920, il est transféré à Saint-Paul des Rapides de Bangui. Le 24 décembre 1922, il se convertit officiellement au christianisme et prend le nom de Barthélemy. Plus tard, il fait la rencontre de Monseigneur Jean-René Caloche qui lui apprend à lire et à écrire en français. Le jeune Boganda se découvre alors une vocation de prêtre. Ne pouvant l'envoyer en France, les missionnaires l'inscrivent en octobre 1928 au petit séminaire de Brazzaville. Et c'est en cette année de 1928 qu'éclate la guerre du Congo-Wara. À Brazzaville, Boganda témoigne une grande admiration pour Carnot, mais ne le manifeste pas réellement devant les missionnaires. En 1930, le nouvel évêque de Bangui, Monseigneur Marcel Grandin, impressionné par le tempérament de Boganda, décide de le garder à Saint-Paul pour lui dispenser personnellement des enseignements. Premier Ubangais à accéder aux études secondaires, Boganda devient également le premier à atteindre l'enseignement supérieur avec son admission en octobre 1931 au grand séminaire Saint-Laurent de Volé à Yaoundé. Il y fait la connaissance d'André-Marie Mbida, futur ministre du Cameroun, et de Fulbert Youlou, futur président de la République du Congo, tous élèves comme lui. Plus tard, il est officiellement admis dans les ordres religieux pour servir comme prêtre et devient ainsi le premier prêtre ubangien. Quand je suis arrivé ici, le 22 janvier 1940, c'est ici que j'ai trouvé Boganda, que j'avais déjà vu quand j'étais petit. Je l'ai connu en tant que grand frère, en tant que professeur, en tant que sous-directeur de ce petit séminaire Saint-Marcel, du nom de Monseigneur Grandin, qui était l'évêque. Boganda m'a fait une très bonne impression. Comme prêtre, nous étions en ce moment encore petits, il nous disait, si nous voulons construire le monde, il faut nous instruire. Il insistait beaucoup sur l'instruction. Aussi sur le travail manuel. Parce qu'il disait que si l'Europe aujourd'hui est développée, c'est parce qu'à ce temps-là, on avait le moine cultivateur. Il parlait beaucoup de prêtres paysans. Et lui-même, vous savez, quand il était devenu prêtre, il s'intéressait beaucoup à tout ce qui regarde le social.
et non pas seulement prêcher le bon Dieu. Il faut aussi que nous puissions comprendre que c'est par le travail qu'on développe le pays. En octobre 1937, on lui confie la direction du nouveau petit séminaire Saint-Marcel à Bangui, avec pour mission de christianiser les autochtones hostiles à l'église. Le 27 mars 1938, 3000 fidèles viennent assister en la cathédrale Notre-Dame de Bangui à l'ordination de Barthélemy Boganda, le premier prêtre noir du clergé de Bangui-Chari. Le lendemain, il prononce sa première messe. En octobre 1941, il est affecté à la mission Saint-Joseph de Bambari avec la charge de christianiser la population Banda. Bon, à ce niveau, je tiens à rappeler que les Banda, l'un des groupes ethniques qui a été le plus affecté par les mouvements esclavagistes musulmans et arabes. L'esclavage, les déportations et les pratiques coloniales ont eu des conséquences désastreuses sur les Banda. Beaucoup d'entre eux sont devenus musulmans, tandis que d'autres, malgré tous les coups, sont restés fidèles à leur tradition. Et là, nous sommes en 1941. Toute mission évangélique avec les Banda a toujours échoué. Bon, pour qu'il puisse mener à bien sa mission, Boganda se voit confier la jeunesse des écoles et l'action pastorale dans la subdivision. Contrairement à ses prédécesseurs et supérieurs français, pour qui la priorité est tout simplement de christianiser, Boganda conçoit son action religieuse comme inséparable de son action sociale. Alors qu'il n'a pour mission de tout simplement christianiser, il décide de développer l'économie, d'éduquer la population et d'augmenter le taux de scolarisation. Sa ligne directive devient l'évangile pour l'école, l'évangile pas à l'école. Petit rappel, à cette époque, le Bangui-Chari est la colonie la moins scolarisée avec un taux de scolarisation en dessous de 2%. Malgré les faibles moyens à sa disposition, il met en pratique ses préceptes. Les résultats sont plutôt concluants. L'église est pleine tous les dimanches. Il profite pour dispenser des cours élémentaires, comme compter, se présenter et saluer. Une économie commence à se développer avec des plantations de manioc, de bananes et la construction d'ateliers de fabrication de meubles. À côté de cette réussite, Boganda persécute les familles qui restent attachées aux traditions. Il interdit le mariage forcé et la polygamie, ce qui ne plaît pas au chef Banda, car ces pratiques font partie des coutumes. En interdisant le mariage forcé et la polygamie, il diminue considérablement les naissances, ce qui déplaît aux colons, car ils ont besoin des enfants, des jeunes, pour travailler dans leurs plantations. Et quand on plante l'EVA, ce n'est qu'après 8 ans qu'on peut extraire du latex pour en faire du caoutchouc. Il s'attire donc déjà les premiers mécontentements de l'administration coloniale. Prétestant qu'il a un comportement très ferme envers les indigènes, prétestant le droit de chaque peuple à garder ses coutumes, l'administration coloniale, avec la complicité des pères Hémé et Morando, le mute en juin 1946 à la mission Saint-Pierre-Clavé de Bangansou. Et cette mutation, censure entre parenthèses, marque la rupture entre Boganda et les religieux installés en Bangui-Chari. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU, nouvellement créée, exige aux colons de donner un peu plus de pouvoir aux colonisés. Le gouvernement français décide donc de faire participer ces colonies à l'Assemblée constituante. Avec le soutien de Abel Ngoumba et de l'Église, le 10 novembre 1946, Boganda est élu député au sein de l'Assemblée constituante française. C'est vrai que plus tôt, j'ai dit qu'il y avait déjà rupture entre Boganda et l'Église en Ubangui. Certains se demandent alors pourquoi l'Église soutient Boganda. Bon, pour l'Église, la candidature de Boganda présente un double intérêt. Contrecarrer l'expansion de la gauche athée dans la colonie et défendre le budget et le point de vue des missions des colonies dans les instances de la métropole. Bon, une fois en France, il intègre le groupe parlementaire démocrate chrétien du mouvement républicain populaire MRP. Pour avoir un petit contrôle sur lui, les missionnaires le placent sous la tutelle de Louis Paul Adjoula. Il se sert alors de cette rencontre avec Adjoula et fonde le 7 juin 1948 à Lyon l'Association des Amis de l'Afrique noire et en devient le vice-président. Il multiplie aussi de nombreuses conférences et prêche dans le but de faire connaître aux Français la situation de l'Ubangui-Chari. Et il se rend compte que beaucoup de Français sont contre la colonisation. En fait, la majorité même des Français avec qui il s'entretient. À l'Assemblée, il présente 3 propositions de loi. La première est une résolution invitant le gouvernement à supprimer le laissez-passer administratif à l'intérieur des territoires de l'AEF, afin que les Africains puissent circuler librement dans toutes les colonies de l'Afrique équatoriale française. Le problème avec cette proposition de loi, côté français, est que si les Africains peuvent circuler librement, ils peuvent s'unir et organiser des révoltes. La seconde proposition est une loi visant à introduire la notion de propriété clanique dans la législation, afin que les autochtones d'une région soient les seuls propriétaires des terres. Le problème avec cette loi, toujours côté français, est que les entreprises françaises installées en AEF qui s'approprient gratuitement les terres doivent désormais payer la location des terres ou acheter les terrains aux autochtones. La troisième proposition est semblable avec celle qu'a déjà proposé Félix Houphouët-Boigny
Antoine, c'est-à-dire l'abolition du travail forcé. Aucune de ces propositions, jugées farfelues, n'est adoptée à l'Assemblée française. Député, il conclut que l'Assemblée est sélective. Pour lui, elle ne sert à rien. Il commence à montrer un grand désintérêt pour ses devoirs parlementaires. Plus tard, il rejoint le mouvement du député du Tchad, Gabriel Lisette, et invite le gouvernement français à augmenter le prix fixé pour les producteurs de coton en Afrique équatoriale française. Le problème est que les producteurs de coton en Afrique équatoriale française sont payés 2,50 francs le kilogramme, alors que ceux de l'Afrique occidentale française sont payés 7 francs le kilogramme. Les désaccords se multiplient entre lui et le MREP. Il critique publiquement à de nombreuses reprises la politique coloniale du ministre de la France d'Outre-mer, Paul Costefloret, qui est un membre du MREP. En 1948, il fonde son journal, dont il est le seul rédacteur. Le nom du journal est Pour sauver un peuple. Il dénonce les atrocités que commettent les colons en Obangi-Chari. Son journal est tiré entre 2000 et 3000 exemplaires par jour. En août 1949, son journal attire l'attention du Parti communiste français PCF, la seule organisation politique qui ose ouvertement se positionner contre le colonialisme. Les communistes français font donc de la publicité à son journal. La propagation de son journal lui vaut de solides inimitiés et il finit par quitter le MREP. À l'Assemblée, il n'est pas écouté. On censure ses journaux. Les colons et les représentants des sociétés françaises installées en Afrique sont sur son dos. Il décide donc de rentrer chez lui en Obangi-Chari et d'intensifier la bataille sur place. Une fois installé en Obangi-Chari, il crée une formation politique, l'Union Obangienne. Puis, pour mobiliser les autochtones pour la défense de leurs propres intérêts économiques, il fonde la société coopérative de l'Obangi Lobai Lessé, la Soukololé. Pour lancer la Soukololé, il formule auprès du conseil représentatif une demande de subvention. Elle lui est refusée. Pour atteindre ses objectifs, il injecte alors la grande partie de ses indemnités parlementaires. Il commence à obtenir une meilleure rémunération pour les productions villageoises, ce qui fâche l'administration coloniale. Boganda devient alors la cible de la répression coloniale. Son domicile est constamment perquisitionné par des gendarmes armés. De nombreux membres et le secrétaire de la Soukololé sont incarcérés sans raison. Puis, les autres membres de la Soukololé, laissés en liberté, dilapident tous les fonds. La coopération tombe et les économies de Boganda avec. Plus tard, il fonde le mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire, le MESAN. Malgré sa vocation interafricaine, le MESAN ne parvient à s'implanter réellement qu'en Obangi-Chari. Les autres élites africaines refuse et ne s'aligne pas. Malgré leur non-alignement, il prend son projet au sérieux. Il définit le slogan du mouvement: nourrir, vêtir, guérir, instruire et loger. Il réussit à avoir de nombreux partisans et il assure seul la direction. À Bangui, il fonde un nouveau journal, Terre africaine. Il dénonce et critique toutes les manigances de l'administration coloniale. L'élimination du chef coutumier Nzileka par les soldats aux ordres du juge Renaud. Bien évidemment, ces vérités lui causent de nombreux problèmes. Les colons le condamnent à 45 jours de prison ferme. Sa femme et ses secrétaires sont quant à eux condamnés à des peines de prison avec sursis. Grâce à ses relations avec certains avocats à Paris qui décident de le défendre, il réussit à éviter l'incarcération. Puis, il est réélu à l'Assemblée nationale française. Pour éviter les coups tordus des colons en Obangi-Chari, il retourne en France. Le 30 mars 1952, aux élections pour l'Assemblée territoriale de l'Obangi, son parti, le MESAN, remporte la majorité des sièges et il est élu conseiller de la région de la Lobai. Nommé membre de la commission de la marine marchande et des pêches le 20 janvier 1953, de la justice et de la législation le 19 janvier 1954, puis du travail et de la sécurité sociale, il ne dépose au total que 3 propositions de loi, toutes en faveur des Africains. Et il n'intervient plus dans les débats. Malgré qu'il est officiellement installé en France, il passe la plus grande partie de son temps en Obangi-Chari. Bon, là nous sommes en 1954. Le 29 avril, on découvre chez un Européen de Berberati, raciste notoire, les cadavres de son cuisinier et de l'épouse de celui-ci tué par balle. La propagation de cette triste nouvelle enclenche une forte agitation. Le chef de région, le juge et 2 autres Européens sont blessés par des jets de pierre. Un transporteur blanc de passage est aussi tué. La situation menace de se propager à travers le pays, comme à l'image de la guerre du Congo-Wara. Face à cette escalade de violence, l'administrateur en chef, Luis San Marco, mobilise toutes les troupes disponibles, mais cherche aussi à éviter un bain de sang. Il sollicite alors avec insistance
confiance la médiation de Boganda. Bien que ce dernier soit réticent à intervenir en raison de son influence limitée à Berberati, San Marco insiste pour obtenir son aide. Boganda donne alors ses conditions et une entente est trouvée. Le 1er mai, il se rend sur place et grâce à un discours, il met fin au soulèvement populaire. En retour, San Marco interdit l'envoi de gardes territoriaux sur les champs de coton afin que les Oubanguiens puissent travailler avec moins de peur. Ces gardes avaient la réputation de commettre de nombreux crimes. Boganda les combat depuis longtemps. San Marco supprime aussi la pratique du laissez-passer pour tout autochtone souhaitant se déplacer hors de son district. Le laissez-passer servait à maintenir le niveau de main-d'œuvre dans les champs de coton. Bon, le 2 janvier 1956, Boganda est réélu au sein de l'Assemblée constituante française. Au cours de cette 3e législature, à quelques exceptions près, il ne se rend jamais au Palais Bourbon. Son combat est en Oubangui-Chari, où il se bat constamment pour l'amélioration des vies des Oubanguiens. Le 23 novembre 1956, il est élu maire de Bangui. En 1957, les réformes de la loi cadre prévoient l'instauration d'un gouvernement local dans les colonies. Le 31 mars 1957, des élections sont organisées pour l'Assemblée territoriale et pour le Conseil de gouvernement. Le Mézan de Boganda remporte la majorité des sièges. Avec leur lourde victoire, les élus désignent Boganda président du Conseil. Mais le haut commissaire de la France en Obangui, Louis San Marco, décide de présider le Conseil de gouvernement et donne la sous-présidence à Boganda. En signe de protestation, Boganda refuse d'entrer au Conseil. Il confie la vice-présidence à son ami Abel Ngumba. Bon, en respectant l'ordre temporel des événements, nous sommes toujours en 1957. Et c'est au cours de cette année que, reconduit dans ses fonctions de grand conseiller de l'AEF après les élections territoriales du 31 mars, il est élu à l'unanimité président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française le 17 juin 1957. La vice-présidence revient au Tchadien François Tombalbaye, dont le parti est le Rassemblement démocratique africain RDA, qui a à sa tête l'illustre Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. À ce niveau, il est important de rappeler qu'en 1957, Houphouët-Boigny est déjà un défendeur des intérêts français sur le continent. Et tous les membres du RDA suivent sa cause. Les vrais nationalistes ont quitté ce parti depuis 1951. Bon, le RDA est le parti le plus représenté au Conseil de l'Afrique équatoriale française. En concédant la présidence à Boganda, le RDA espère obtenir l'affiliation du Mézan. Dans ce même but, le dirigeant du Tchad, Gabriel Lisette, membre du RDA, autorise la création d'une section locale du Mézan sur son territoire. Boganda est le premier Africain à se hisser au poste du président du Grand Conseil de l'Afrique équatoriale française à Brazzaville. Ses compétences et aptitudes exceptionnelles en tant qu'orateur séduisent ses pairs. Il en profite pour critiquer l'administration coloniale. Il réclame aussi la reconnaissance du droit à une réelle autodétermination sans emprise coloniale. Mais son état de grâce à Brazzaville n'est que de courte durée, car la direction du RDA comprend très vite que Boganda n'a nullement l'intention de s'affilier à eux. Il commence alors le combat, avec pour seule raison qu'il critique les colons et qu'il a des tendances indépendantistes. Lors de la nouvelle élection du président du Grand Conseil de l'AEF le 25 mars 1958, le RDA présente son propre candidat, le Tchadien Ahmed Kotoko. Contre toute attente, Boganda est réélu président du Grand Conseil par 10 voix contre 9 grâce au vote d'un autre Tchadien, Mahamat Hassan. Réélu, Boganda élimine Tombalbaye de la vice-présidence. En mai 1958, De Gaulle revient au pouvoir en France, tout d'abord comme président du Conseil. Avec son homme de l'ombre Jacques Foccart, il accorde un fort intérêt à l'Afrique. Un comité consultatif chargé des questions relatives au territoire d'outre-mer est alors formé par les Sénégalais Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Malgache Philibert Tsiranana et le Tchadien Gabriel Lisette. Bien que première personnalité politique de l'AEF, Boganda n'est pas associé au groupe. Paris ne l'apprécie pas à cause de ses positions contre le système colonial. Il est aussi jugé peu malléable et imprévisible. De Gaulle discute alors des colonies africaines avec les Africains qu'ils ont déjà réussi à détourner. Bon, en juillet 1958, Léopold Sédar Senghor fonde le Parti du regroupement africain PRA, un nouveau rassemblement interafricain, fédéraliste et concurrent du RDA. Bien que se méfiant des réelles intentions de Senghor, le Mézan s'y affilie. En août 1958, certains pays africains sont déjà indépendants et avec la montée du nationalisme dans toutes les colonies, De Gaulle présente alors son projet de communauté franco-africaine et organise un référendum par lequel les colonies ont le libre choix, libre entre parenthèses, de voter oui pour la communauté ou alors non pour l'indépendance. Boganda opte donc rapidement pour le non. Au nom de cette foule enthousiaste qui vous acclame depuis 24 heures, au nom des 4 territoires de l'AEF et de leur population et à mon nom propre,
J'adresse au président du Conseil de gouvernement de la République le souhait de bienvenue dans la capitale de la Fédération haïtienne. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer par un engagement solennel une AEF en marche vers son indépendance. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. On dit, nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Le 24 août 1958, De Gaulle est en tournée à Brazzaville. Jacques Foccart, faisant partie de la délégation qui accompagne De Gaulle, menace Boganda et l'oblige à voter pour le oui s'il veut voir sa vie épargnée. Sous la contrainte de Foccart, le 28 septembre, le oui au référendum l'emporte en Obangi Chari. Député, Boganda se rend compte qu'il est le seul en Afrique équatoriale française qui a dit initialement non. Il arrive alors à la conclusion qu'une seule personne ne peut combattre la puissance coloniale française. Il présente alors son projet, les États-Unis d'Afrique latine. Plus jeune, Boganda fait quelques pays de l'AEF, notamment le Cameroun et le Congo. Il a pu remarquer de nombreuses similitudes dans les cultures. Il y a des tribus qu'on retrouve au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad et au Congo. Les langues se ressemblent, tous ces États sont colonisés par la France et ont pour langue officielle le français. Et au moins 30% des populations de ces États sont chrétiens. Il commence alors à critiquer l'artificialité des frontières coloniales. Bon, après le référendum, toute l'Afrique équatoriale française approuve la communauté. Pour Boganda, rien ne s'oppose à ce que tous les États membres de l'AEF deviennent un État membre unique de la communauté franco-africaine et accèdent comme un seul État à l'autonomie interne. Il propose alors de renommer l'ensemble République centrafricaine. Le 17 octobre 1958, du haut de la tribune du Grand Conseil, il lance un appel pour la création des États-Unis d'Afrique latine qui seraient constitués du Congo, du Cameroun, de la République centrafricaine et du Rwanda-Ourandi. Le Rwanda-Ourandi est aujourd'hui les territoires qu'occupent le Rwanda et le Burundi. Pour promouvoir son ambition, il avance plusieurs arguments. La viabilité financière, le poids économique et politique qu'une telle union pourrait avoir, la grande disponibilité d'hommes pour pouvoir former une grande armée, la suppression des frontières installées par les colons, la possibilité pour les habitants de circuler librement dans toute l'Afrique équatoriale française. Malgré la pertinence de ces arguments, les chefs des autres pays de l'AEF refusent de le soutenir et rejettent ces idées, principalement le premier ministre du Congo, l'abbé Fulbert Yulu. D'abord, il y avait la forte personnalité de Boganda qui écrasait les autres leaders de la sous-région, qui faisait que ceux-ci, par orgueil, ne pouvaient pas accepter qu'il y ait un bloc qui aille à l'indépendance, parce qu'eux, ils voyaient déjà Boganda président de ce bloc-là. Ça, ils ne l'acceptaient pas. Et puis, il y avait certains pays comme le Tchad, qui se disaient différents de l'Oubangui Chari. Tombolba, il pensait que Boganda voulait enlever les parties de Moundou pour attacher à l'Oubangui Chari à travers un abbé qui était à Moundou. Et au Congo-Brazza, Opangol au départ était pour aller en bloc à l'indépendance, mais après Yulu l'a renversé. Yulu a préféré traiter avec ses frères Bakongo du Congo ex-Zaïre. Le Gabon voulait rester dans son côté avec Léomba et ne voulait rien savoir de l'union que Boganda voulait créer. Donc Boganda a dit, je suis entouré de traîtres, et il a amené la République centrafricaine à se proclamer république seule, rien qu'avec le Oubangui Chari. Le gouverneur général de l'AEF, Yvan Bourges, convoque alors une réunion et demande aux États d'accéder séparément à l'autonomie interne. C'est ainsi que le 1er décembre 1958, Boganda proclame à contre-cœur la République centrafricaine pour le seul territoire de l'Oubangui Chari. L'Assemblée territoriale devient l'Assemblée législative. Barthélemy Boganda accède au poste de chef de gouvernement. Le 6 décembre, son gouvernement est formé. Il met Abel Ngumba au ministère des Finances et son neveu David Dako au ministère de l'Intérieur, de l'Économie et du Commerce. Mais malgré tout, Boganda n'abandonne pas complètement son projet des États-Unis d'Afrique latine. Les 16 et 17 décembre 1958, les premiers ministres des nouvelles républiques d'AEF se réunissent à Paris sous la présidence de Boganda. À l'issue de cette réunion, 2 protocoles sont signés. L'un consacre l'union douanière, l'autre crée une commission de liquidation chargée de régler le sort des biens, des services
activiste et fonctionnaire de l'AEF. En Centrafrique, lors de sa présidence, Boganda met en place les institutions de la République. Il contribue ainsi personnellement à l'élaboration du drapeau national. Il énonce la devise du pays, unité, dignité, travail, à laquelle est attaché le principe Zokwezo, tout être humain est une personne ou alors un homme en vaut un autre. Il écrit lui-même l'hymne national de la République centrafricaine, la Renaissance. Par ailleurs, il rédige lui-même la Constitution. Il commence par miser sur l'éducation et encourage la scolarisation des jeunes. Bon, Boganda n'est pas aussi parfait. Une fois à la tête de l'État, il met de côté tous ceux qui ne sont pas du Mézane. Des fonctionnaires de l'administration qui osent les critiquer perdent leur emploi. En plus de Fulbert Yulu du Congo, des colons, il s'attire encore d'autres ennemis dans son propre pays. Nous sommes alors le 29 mars 1959. En pleine campagne électorale, Boganda se rend à Berberati pour présider une cérémonie de présentation des nouvelles institutions et du nouveau drapeau. L'avion régulier qu'il emprunte pour entrer à Bangui s'écrase dans la savane arborée de la Lobaye à un endroit appelé Bukpayanga. Aucun des 9 occupants de l'appareil ne survit à l'accident. Rapidement, plusieurs hypothèses fusent sur les vraies circonstances de son décès. Certains parlent d'accident, d'autres parlent d'assassinat commandité par son neveu David Dako. Le journaliste Pierre Péan évoque une possibilité de complot entre Roger Guérillo et Michel Jourdain, la femme de Boganda, car Boganda avait épousé une Française qui a bénéficié de plusieurs assurances vie souscrites par lui-même peu de temps avant l'accident. En réalité, il est impossible de parler avec certitude, car jusqu'aujourd'hui, la France refuse d'ouvrir les archives. Bon, pour moi, je dis encore bien pour moi, je retiens la version qui me semble vraie. Cette version est celle qu'on trouve dans le livre Barthélemy Boganda, édité chez Sepia en 1995 de Pierre Calque. Il est un juriste, administrateur colonial français, historien spécialiste de l'Obangi-Chari et de la République centrafricaine. Il rapporte que Boganda a reçu au début de l'année 1959 des lettres de menaces de mort postées depuis le Congo. Il évoque un colis piégé remis par un mystérieux jeune homme au moment du départ de l'avion. Il affirme que les conclusions des enquêteurs venus de Paris soutiennent qu'une explosion est survenue en plein vol. La non-publication du rapport de l'accident au journal officiel apparaît pour Calque comme une possible implication de la France. Le 3 avril, une foule immense se rassemble pour les obsèques de Boganda à la cathédrale Notre-Dame de Bangui. Le soir même, il est enterré à Bobangui aux côtés de son père Swalak P. Les hommages se multiplient et les Français font dans leur spécialité. Le 12 mai 1959, le premier ministre français Michel Debré cite Boganda par décret à l'ordre de la nation. Le 21 mai, le général de Gaulle le nomme à titre posthume chevalier de la Légion d'honneur. À la fin des années 60, l'empereur Bokassa construit à Bobangui un mausolée en hommage à Boganda. Aujourd'hui en République centrafricaine, Boganda est reconnu comme le père fondateur et le 29 mars reste un jour férié. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Laissez des avis en commentaire. Vous pouvez aussi faire des compléments d'information. Si la vidéo vous a plu, encouragez-moi s'il vous plaît en vous abonnant et en likant la vidéo. Bon, merci de m'avoir écouté. C'était l'histoire de Barthélemy Boganda.